En ce vendredi saint, jour de prière, fidèles téléspectateurs de Cherif La TV, partout où vous nous regardez, soyez les bienvenus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici l'unique titre de votre journal. Cette information fraîche vient de tomber et tout à l'heure, la CEDEAO demande à la junte militaire d'engager une transition civile immédiatement et la mise en place rapide d'un gouvernement pour un délai de 12 mois. On en saura plus avec Moussa Fomba dès le début de cette édition. Bonsoir et bienvenue. D'Ekaï à Taoudeni, en passant par Bougouni, fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus en direct sur Cherif La TV. Je vous l'annonçais tout à l'heure en début de ce journal. 10 jours après le coup d'État contre le pouvoir au Mali, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a réclamé vendredi à la junte le lancement immédiat d'une transition civile et des élections législatives et présidentielles d'ici 12 mois. Voici pour plus de détails avec Moussa Fomba. Les pays d'Afrique de l'Ouest réunis en sommet ont réclamé à la junte vendredi 28 août un retour rapide des civils au pouvoir, demandant le lancement immédiat d'une transition civile et des élections d'ici 12 mois en échange d'une levée progressive des sanctions. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, demande à la junte d'engager une transition civile immédiatement et la mise en place rapide d'un gouvernement pour préparer les élections législatives et présidentielles dans un délai de 12 mois. Discours de clôture lu par le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou. Les États d'Afrique de l'Ouest décident que les sanctions seront levées progressivement en fonction de la mise en œuvre de la transition, a précisé Mahamadou Issoufou, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Ces mesures contribueront certainement à guérir le Mali des démons du putschisme, a-t-il conclu. Dans la matinée, le président nigérien avait déjà souligné: pour le pays, le putschisme est une grave maladie. Pour en guérir, une seule ordonnance: les sanctions. Le 18 août dernier, un groupe d'officiers a renversé le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête depuis 2013. La CEDEAO a sanctionné la junte et le Mali en imposant la fermeture des frontières de ses États membres avec le Mali et l'arrêt des flux financiers et commerciaux. Les colonels ont promis de restituer le pouvoir aux civils dans un délai non précisé. Vendredi, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a par ailleurs précisé qu'elle souhaitait la nomination pour présider la transition d'une personnalité civile reconnue pour sa probité intellectuelle et morale, ainsi que d'un premier ministre civil. Elle souligne qu'aucune structure militaire ne devrait être au-dessus du président de la transition. L'actualité se poursuit sur Cherif La TV. Les responsables des forces patriotiques pour la refondation du Mali, autrement dit FPR, étaient face à la presse ce jeudi 27 août 2020 à la maison des aînés de Bamako. L'objectif de cette conférence de presse était de donner leur point de vue sur la situation sociopolitique du pays. Reportage Boubacar Traoré, Draman Mali. Le Mali se trouve dans l'impasse depuis le renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est dans ce cadre que plusieurs partis politiques, associations et regroupements de la société civile se mobilisent à travers des cercles de réflexion afin de bâtir un Mali nouveau. Les responsables des forces patriotiques pour la refondation du Mali étaient face à la presse pour demander au Comité national pour le salut du peuple CNSP de dissoudre la constitution du 25 février 1992 pour une transition rationnelle. Vous voyez autour de nous tous, nous sommes des initiateurs du 5 juin, mais nous avons tenu une promesse au peuple malien. Nous avons dit que notre combat n'est pas seulement la démission de Ibeka et de son régime, et que notre combat continuera après la démission de Ibeka, parce que nous avons constaté que le pays est dans l'abîme depuis 28 ans de démocratie de façade. Donc à partir de là, il faut reconstruire ce pays, il faut aller à la 4e République, il faut aller à la refondation politique. Donc nous ne voudrons plus que ce peuple malien soit pris en otage. Et nous sommes des avant-gardistes, nous serons là pour donner la suite logique du combat du M5-RP, qui scientifiquement devait s'arrêter à la démission de Ibeka et son régime. Mais nous, on a pris de l'avance il y a longtemps que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il faut mettre fin à la prédation politique. Il faut faire en sorte que les Maliens se relèvent, qu'on ait une école digne de ce nom, que les jeunes diplômés sans emploi aient de l'emploi, qu'on réinstaure la taxe de l'emploi et de la jeunesse, qu'on fasse en sorte que le secteur public, le secteur privé soit soutenu par le secteur public, qu'on fasse la rélecture de tous les accords qui nous lient et qu'enfin
que le Mali sort des déficits de 400 milliards par an en essayant d'être le premier importateur de l'IMOA, qu'on soit le premier exploitateur en même temps que le Mali soit industrialisé. Il faut un nouveau Mali. Selon certains membres du FPR, les attentes des Maliens sont multiples, eu égard à la complexité des défis auxquels notre pays est confronté. Nous attendons aux nouvelles autorités beaucoup de vigilance parce que ce combat-là, nous sommes un peu inquiets. Et nous les observons depuis une semaine. Nous constatons que le démarrage devrait être fait à travers la justice. Parce que ce qui a mis le pays là dans le gouffre, c'est le manque de justice. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun peut faire ce qu'il veut, surtout les autorités qui étaient là. Ils ont abusé du pays. Nous constatons avec regret les libérations comme ça sans que la justice saisisse des dossiers. Nous voulons vraiment un nouveau Mali où la justice règne, la justice elle est saine, elle est pour tout le monde, pas pour une minorité. Bon, des gens qui sont, comment dire, soupçonnés d'avoir pris part à des tueries comme ça, quand vous constatez depuis qu'ils sont là, les nouvelles autorités, la CEDEAO est en train de mettre la pression. Sans chercher à comprendre, ils sont en train de suivre la CEDEAO à la règle. Nous sommes un peu inquiets, mais nous observons, osons et nous espérons qu'ils prendront le meilleur chemin, ils finiront par prendre la meilleure voie. Donc, cette transition, nous espérons aussi que ça se passe convenablement, parce qu'il ne faut pas les bâcler, il faut prendre le temps de tout organiser. Hein? Notre souhait, c'est de passer à la 4e République. Cela nécessite une refondation, c'est-à-dire il faut une base solide à tout ça. Ça nécessite du travail. En un an, ça va être difficile. Donc, même si c'est 2 ans, où est le problème? Et alors qu'on a un bon départ, parce que tout ce qui va se passer maintenant est très important pour l'avenir. Souhaitons une bonne gestion de la transition avec le concours de tout un chacun afin de sortir notre pays de l'ornière. L'actualité sur un autre plan, l'épanouissement du cadre de vie demande l'implication de tous les citoyens pour jouer leur partition. La population s'acquitte des taxes de développement régional et local TDRL. L'état des lieux des cadres de vie en période hivernale pousse beaucoup à s'interroger sur l'utilité de ces contributions citoyennes. Suivant ce dossier réalisé par Samira Sanogo et Samba Traoré. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice commun, dit-on. Pour traduire en actes concrets cette analyse, la population se doit comme devoir patriotique de s'acquitter des taxes de développement régional et local. Taxes de développement régional et local, oui, développement de la localité. Mais au égard de ce qu'affichent les cadres de vie en période de saison pluvieuse, bon nombre de citoyens s'interrogent sur l'usage des TDRL. Le rôle que les impôts et les taxes doivent jouer dans la société, ça ne se fait pas. Les cas de vie, idéalement, ce qu'on pense, ce n'est pas ça. Il y a tellement d'insalubrité dans la ville. Quand tu sors de chez toi, avant de rentrer à la maison, tu sens que tu as tout perdu. Pour aller à la mosquée, d'ailleurs, on est obligé souvent de reprendre les ablutions au niveau de la mosquée. Sinon, de la maison à la mosquée, on perd les ablutions. Nul ne peut aller au-delà de ses moyens. Au dire des autorités communales, le peu qu'on reçoit est investi dans la cause publique. La mobilisation des ressources de façon générale est un casse-tête chinois au niveau de toutes les mairies. Et le citoyen ne comprend pas aussi que chaque fois que son activité fait face à la rue, il doit quelque chose à la commune. Est-ce que nous les maires, nous avons utilisé toute la pédagogie requise de les informer à suffisance? Point d'interrogation. À ma connaissance, je suis là depuis 2004. Donc, je suis à ma 3e mandature. Je sais ce qui prévaut dans la récupération des taxes et des impôts dans les collectivités. Ça pose énormément de problèmes. Pour plus de développement, il faut plus de contributions, d'où ce cri de cœur des municipalités à la population. Le maire n'a pas de salaire. Son adjoint n'a pas de salaire. On a une indemnité forfaitaire de 15 000, moi j'ai 20 000. Vous voulez qu'on travaille? Est-ce qu'on doit faire l'aumône dans le développement? Le développement est un acte citoyen, un acte d'engagement, un acte de donner pour lui. Mais on ne peut pas le faire de façon bénévole, ça n'existe nulle part. Il faut que les gens retiennent cette leçon. La population retienne, que l'État central retienne cette leçon. Les ressources mobilisées ne suffisent pas aux autorités locales d'offrir à la population un cadre de vie idéal souhaité.
Les ressources dont vous parlez, qui sont essentiellement composées des TDRL, des patentes et autres ressources, sont nettement insuffisantes pour faire face à l'entretien et en tout cas à tout ce qu'il faut pour préserver la route. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un premier acte qui contribue à l'assainissement de la route. Ça, c'est le civisme de la population. Le devoir doit précéder le droit, dira le maire de la commune urbaine de Kara, qui a par ailleurs exhorté les citoyens à s'acquitter de ses devoirs, notamment à cultiver le civisme. Le premier acte qu'il faut, au-delà de l'acte de civisme consistant à payer les impôts et taxes, il faut quand même un acte de civisme que la population doit apprendre. C'est-à-dire, c'est ne pas jeter les ordures dans les fosses et surtout ne pas, quand il pleut, il n'est pas rare de voir des gens sortir avec toutes les ordures ménagères, mettre ça dans les fossés, se disant que l'eau va emporter ça. Non, l'eau n'emporte pas tout. Pour un cadre de vie harmonieux et plus adéquat aux attentes des paisibles citoyens, mobilisons-nous tout en jouant pleinement notre partition. Un mot de santé dans cette édition. La tradithérapie était considérée comme la meilleure manière de se faire soigner, et cela, peu importe la nature de la maladie, ce qui faisait la notoriété de ces produits à base de plantes. De nos jours, cette pratique a tendance à laisser sa place à la méfiance. Quelles explications donner sur cet état de fait? Que doit-on faire pour redonner à ce secteur sa réputation d'antan? Suivant l'élément de ce dossier réalisé par Samira Sanougou et Nohum Kone. Ils sont nombreux à emprunter le chemin des hôpitaux malgré souvent le coût élevé des ordonnances. Cette préférence à la tradithérapie qui coûte moins cher s'explique par plusieurs raisons. Bon, les gens ne croient pas à la médecine traditionnelle, c'est dû à beaucoup de choses. Premièrement, les gens font ça pour l'argent, ils ne font pas ça pour la dignité, mais c'est pour chercher de l'argent. L'objectif même, c'est de sauver, c'est de guérir les gens. Maintenant, les gens qui faisaient ça auparavant faisaient ça pour sauver l'être humain. Mais maintenant, on a vu maintenant, c'est devenu une chose très compliquée. Parce qu'on fait ça pour l'argent. Ce n'est plus pour la dignité, mais on fait ça pour l'argent. La médecine moderne présente un effet rapide en termes de guérison par rapport à la tradithérapie qui demande de la patience pour porter fruit. Voilà la thèse soutenue par certains de nos interlocuteurs. Ça guérit petit à petit, mais pour la médecine moderne, c'est plus rapide. C'est dû aux doses. C'est les doses qui utilisent et plus efficace que celle de la médecine traditionnelle. Beaucoup de personnes font ça sans chercher à comprendre, sans chercher à connaître. Mais la source même, c'est d'aller chercher ça en ville, au village. Si le discrédit porté à la tradithérapie n'est pas dû à un manque de résultats scientifiques, le comportement des acteurs du domaine pourrait expliquer cette méfiance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent de ça, mais ils ne connaissent pas. Et puis, ils ne cherchaient pas de connaître, ils cherchaient l'argent seulement. C'est pour cela tout le monde gardait notre nom. Ça peut guérir beaucoup de maladies parce que il y a beaucoup de maladies quand tu ne prends pas ça, bon, tu ne sais pas quoi. Malgré ces tableaux sombres qu'affiche la tradithérapie, il ne semble pas être impossible de redresser la barre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent de nous. Ils sont gâtés notre nom parce qu'ils disent médicament traditionnel, ce n'est rien, il ne fait rien, on ne connaît rien. Or que ce n'est pas comme ça parce que nous sommes africains, nous voulons développer notre tradition. C'est pour cela qu'on guérit avec notre tradition comme ça. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais vraiment, petit à petit, les gens comprennent parce que ça, là, c'est un médicament très très bon. Travailler pour l'honneur et la dignité étaient les objectifs des spécialistes du domaine autrefois. Faire l'impossible pour l'argent est la formule d'aujourd'hui, affirment certains. Autrefois, les pratiquants n'étaient pas aussi nombreux. Ça venait de père en fils. Voilà, les gens, tout le monde n'était pas dans ce métier-là comme ça. Donc ça venait de père en fils. Bon, c'était une école. C'était une école, donc dans cette école, chacun était maître. C'est pas tout le monde, hein.
chaque thérapeute était maître de ce qu'il connaissait. Donc tout le monde ne faisait pas n'importe quoi. Donc il y avait une valeur. Il y avait la dignité parce que tu ne pouvais pas faire ça sans que tu ne connais pas. Pour eux, il serait très difficile, voire impossible d'équilibrer l'équation. Mais maintenant, les gens sont rentrés dans ça pour avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent là, on fait du mal, on fait du mauvais. Maintenant, il n'y a que du mauvais. Bon, il y a ceux qui connaissent, ils sont là-bas, mais la majeure partie n'utilise pas. Ce qui peut nous satisfaire, la majeure partie ne fait pas ça. Donc, il est très difficile de revenir aux temps anciens. En analysant les propos de nos différents interlocuteurs, il convient de reconnaître que ce secteur longtemps sollicité semble être fragilisé de nos jours. Voilà un très très bon conseil. Faisons toujours recours à ces médicaments traditionnels très utiles pour l'humanité tout entière. Ce qui nous amène directement à la page internationale en plus bref et en image commentée par Moussa Fomba. En Côte d'Ivoire, les dépôts de candidature pour l'élection présidentielle ont commencé. Après l'enrôlement du président Alassane Ouattara pour le RHDP la semaine dernière auprès de la Commission électorale indépendante, Pascal Afin-Guessan pour le FPI et Henri Konan Bédié pour le PDCI ont remis leur dossier ce jeudi 27 août. Depuis plusieurs jours, le bal de militants et de photographes devant les locaux de la CEI est devenu quotidien. À quelques jours de la clôture des dépôts, 6 dossiers ont déjà été remis. Les deux candidats ont appelé au rassemblement pour une Côte d'Ivoire apaisée. Au lendemain de la radiation définitive de Laurent Gbagbo des listes électorales, son ancien allié Pascal Afin-Guessan a d'ailleurs confié que sa première mesure, s'il est élu, serait d'autoriser le retour de l'ex-président en Côte d'Ivoire pour sceller la réconciliation nationale. Les actionnaires de la Banque africaine de développement BAD ont réélu à l'unanimité Akewumi Adesina. L'affaire des lanceurs d'alerte interne n'aura donc pas laissé de traces. Adesina remplit donc pour un second mandat de 5 ans. L'Afrique frappée de plein fouet par la crise économique consécutive à la pandémie de Covid-19 a donc choisi de ne pas mettre en péril son principal outil de développement. La BAD a en effet fait du redressement économique la priorité de ces prochaines années. Manifestement, les actionnaires ont choisi la confiance. Aucune voix n'a manqué à l'appel, tant chez les 54 actionnaires africains qu'au sein du groupe de pays et d'institutions partenaires. Ils capitalisent un bilan plus qu'honorable. Adesina a réussi la plus grande augmentation de capital de l'institution, 115 milliards de dollars. Il a aussi réagi avec vigueur à la pandémie de Covid-19, débloquant 10 milliards de dollars et menant une gestion de crise applaudie par ses partenaires. Le guide suprême en exercice de la confrérie des frères musulmans, Mahmoud Ezzat, à 76 ans, a été arrêté ce vendredi 28 août à l'aube dans une banlieue résidentielle du Caire, a annoncé le ministère égyptien de l'Intérieur. Mahmoud Ezzat était vainement recherché depuis 7 ans et beaucoup étaient convaincus qu'il avait réussi à fuir l'Égypte pour se réfugier en Turquie ou au Qatar. Il a pourtant été appréhendé ce vendredi non loin du siège du ministère de l'Intérieur. C'est le 30 août 2013, jour de l'arrestation de Mohamed Badié, le 8e guide suprême de la confrérie, que Mahmoud Ezzat est devenu de facto le chef des frères musulmans en Égypte et à l'étranger. Selon un consensus de la confrérie, les prérogatives d'un leader emprisonné passent automatiquement à son adjoint. Des sources proches du ministère de l'Intérieur indiquent qu'Ezzat s'était réfugié à Gaza en Palestine avant de revenir en Égypte. Le président John Magufuli a vu sans surprise sa candidature pour la présidentielle du 28 octobre prochain validée par la commission électorale NEC. Face à lui, 14 autres candidats représentant notamment les principaux partis d'opposition. Une opposition désunie. Or, dans le système électoral tanzanien où le premier l'emporte, cela risque d'ouvrir un boulevard aux partis au pouvoir. Face aux mastodontes, les opposants n'ont pas trouvé d'accord. À 14 contre 1, la présidentielle s'annonce compliquée pour eux. Comme en 2015, le principal adversaire du président Magufuli sera le candidat du Chadema. Cette fois-ci, il s'agit de Tundu Lissu. Il vient de rentrer d'un exil médical au Kenya puis en Belgique. Il y a 3 ans, des hommes armés avaient ouvert le feu sur lui, le blessant grièvement. Il s'est dit toujours persuadé qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat politique.
2 visites dans un hôpital de Tokyo en une semaine pour des examens médicaux approfondis. L'état de santé de Shinzo Abe, le chef du gouvernement de la 3e économique du monde, suscite une inquiétude grandissante. Il avait déjà dû quitter le pouvoir une première fois en septembre 2007 pour des raisons de santé. Le chef du gouvernement est sujet à des crises à des rectocolites hémorragiques, une maladie incurable de l'intestin dont il souffre depuis l'âge de 17 ans. Je devais aller aux toilettes 30 fois par jour, avait alors expliqué Shinzo Abe. Depuis son retour au pouvoir en 2012, un médicament lui permet d'atténuer ses désordres intestinaux et ses douleurs. Mais la maladie est peut-être réapparue. Selon ses proches, il aurait craché du sang début juillet. Le mandat de Shinzo Abe à la tête du gouvernement japonais court jusqu'à septembre 2021. Cette semaine même, après une deuxième visite à l'hôpital, Shinzo Abe a battu un record de longévité au poste de Premier ministre du Japon avec 2800 jours d'affilée sur un même mandat. Le président américain a accepté jeudi soir depuis la Maison-Blanche l'investiture du Parti républicain pour tenter de décrocher un second mandat en novembre. Dans un discours de plus d'1 heure, il s'en est vivement pris à son rival démocrate Joe Biden, décrit comme un cheval de Troie du socialisme. Il a donc profité de ce cadre inédit pour délivrer un long discours aux allures de réquisitoire contre Joe Biden, son concurrent démocrate dont il a prononcé le nom 41 fois au total. Alors que Joe Biden répète à l'envi qu'il se bat pour l'âme de l'Amérique, Donald Trump a estimé qu'il n'était pas le sauveteur de l'âme de l'Amérique, mais le briseur des emplois américains, et si on le laisse faire, le briseur de la grandeur de l'Amérique. Donald Trump a plusieurs fois évoqué la Chine, assurant que Pékin souhaitait la victoire de Joe Biden. Le programme de Biden est fabriqué en Chine. Le mien aux États-Unis, a-t-il lancé au public volontiers rieur. Donc c'est terminé pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas, d'un moment à l'autre, vous pourrez suivre le journal en langue nationale Bamanankan avec Kafouné Bachili. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même plateau. L'information se poursuit toujours sur votre télévision préférée, Cherif La TV, partout dans le monde. À très bientôt.